je vais utiliser plutôt celui-là, si ça vous embête pas. Oui. Ok. Ok, bon bah du coup on va commencer. Je crois que Monique voulait dire quelques mots au début, mais comme elle n'est pas là, tant pis. Donc je m'appelle Marine Page, je suis doctorante au Centre de recherche et de restauration du Musée de France, au Musée du Louvre. Et je vais vous présenter aujourd'hui un topo global sur les laboratoires du patrimoine. Alors je suis désolée parce que je devais être accompagnée d'une de mes amies qui est chimiste et qui a elle aussi travaillé ici, et elle n'est pas là. Donc du coup, certains points plus chimie ne vont pas être vraiment abordés autant qu'on l'aurait voulu. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Mais c'est un point important pour ce qui concerne le patrimoine. Donc ma présentation va aborder pas mal de thèmes qui sont ici, et on va commencer par les labos du patrimoine en général. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc moi je viens du Centre de recherche et de restauration du Musée de France, au Musée du Louvre, mais il y a d'autres structures entièrement dédiées à l'étude du patrimoine, notamment le Centre de recherche sur la conservation des collections. J'ai travaillé aussi, qui se situe au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et le laboratoire de recherche des monuments historiques à Champs-sur-Marne. Plusieurs musées ont des structures, enfin de petits laboratoires internes. C'est le cas notamment du musée de la musique à Paris, aussi du quai Branly. Je vous ai cité aussi le synchrotron Soleil. Alors c'est un collisionneur en banlieue parisienne. Il y a une ligne entièrement dédiée à l'étude des matériaux anciens. Et puis à Marseille, il y a un autre laboratoire complètement dédié à l'étude du patrimoine. Sinon, le reste sont des départements dans des universités françaises ou européennes ou américaines. Globalement, sont les seuls qui s'intéressent pour l'instant à ça, et puis quelques laboratoires privés. Alors, voilà mon lieu de travail. Le laboratoire se situe en bas de la flèche. En fait, il y a un petit escalier qui mène à une porte blindée, et c'est là. En fait, il y a 3 niveaux en sous-sol, sous le jardin du Carrousel. Et dans le bâtiment qui est tout au bout, le pavillon de flore, il y a tout ce qui concerne la restauration, parce que c'est un laboratoire qui est à la fois sciences et restauration. Et donc, dans chaque étage du pavillon de flore, il y a un matériau d'études différent en restauration. Voilà, alors quelles sont les problématiques de ce type de laboratoire? Authentification des œuvres, bien sûr. Si une œuvre n'est pas signée, on cherche à voir à l'attribuer à un peintre, ou alors si elle est signée, on cherche à voir si c'est un vrai ou un faux. Datation, compréhension des techniques, dans un but à la fois de restauration et d'histoire de l'art en général. Analyse des matériaux, donc ça aussi c'est lié à la restauration. Si je restaure un vermeer, il vaut mieux le faire avec le pigment d'origine plutôt qu'avec un autre. Conservation, histoire de l'art. Alors le problème en fait, c'est qu'on est... D'accord. C'est qu'on est face à une diversité de matériaux assez extraordinaire, et qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, puisque dans l'industrie on travaille sur des matières calibrées, fixes, voilà, on fait du métal à telle rugosité. Ici, on a un peu tout et n'importe quoi, sachant que le tout et n'importe quoi a en plus l'action du temps. Donc le matériau vieillit et donne des choses assez curieuses. Alors chaque laboratoire s'occupe de façon privilégiée d'un ou plusieurs matériaux. Au C2RMF, c'est plus peinture, sculpture, tout ce qui est dessin, métal, bois, dorure, donc les arts décoratifs en général. Alors qu'au CRCC, donc, qui était lié au Muséum d'histoire naturelle, on a tout ce qui est matière organique, les cuirs, les papiers, les textiles, les bois, les photos, le film cinématographique. Et puis au LRMH, donc c'est le laboratoire des monuments historiques, et là on va s'intéresser à la pierre, au vitrail, aux peintures murales cette fois-ci, au textile aussi, le béton, et puis ils ont tout un pôle qui étudie les grottes ornées, mais ça c'est encore un peu spécifique. Donc évidemment vous comprenez bien que l'analyse va être totalement différente si on étudie une peinture, si on étudie une estampe, une momie, une sculpture, un siège, du vitrail ou un objet en métal. Donc on est face à une diversité de matériaux vraiment, vraiment particulière, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la chose. Alors il faut garder en tête, on a 2 préoccupations majeures dans nos laboratoires. La première, c'est qu'il ne faut pas endommager la matière, donc on va à chaque fois préférer les techniques d'analyse non destructive. C'est là que le point de vue de la chimiste aurait été assez intéressant, parce que jusqu'il y a pas très longtemps, la chimie était le domaine d'analyse roi, et ça nécessitait la plupart du temps un prélèvement. Alors bien sûr, c'est fait dans des conditions tout à fait particulières, et le prélèvement ne se voit pas du tout, mais c'est un endommagement de l'œuvre, et par conséquent, il faut privilégier une technique qui ne nécessite pas ceci. Et puis, l'autre problématique, c'est que souvent, les appareils d'analyse sont des appareils énormes dans une pièce,
et donc il faut faire venir l'œuvre là où il y a la machine. Alors ça, c'est pas du tout pratique si on s'intéresse à une œuvre de taille importante, ou si on veut étudier, donc là l'exemple que je vous ai donné, c'est celui des grottes ornées, qui pour le coup est particulièrement parlant, parce que la grotte ne viendra jamais à vous, donc il faut que vous alliez dans la grotte, et pour cela il faut développer des techniques mobiles. Et donc ça, c'est tout un axe d'études important dans ces laboratoires. Alors le premier point qu'on va regarder, c'est celui de l'imagerie. En fait, on suit un petit peu le parcours d'une œuvre dans un laboratoire, et la première chose que fait l'œuvre, c'est passer dans le département d'imagerie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je vous ai rappelé le spectre d'émission du soleil, donc on a tout un tas de rayonnements, parce que l'œil n'est sensible qu'à la partie très très faible, entre 380 et 780 nanos, donc c'est celui qui est ici, rayonnement visible. Donc bien sûr, si on a un appareil photo, on peut déjà photographier notre œuvre, mais ce qui nous intéresserait, c'est de regarder ce qui se passe un petit peu à gauche et un petit peu à droite du spectre, donc avec d'autres techniques, les X, les UV, l'infrarouge. Ça veut dire que, au lieu d'éclairer notre œuvre avec un éclairage normal, on va placer une source qui produit ce type de rayonnement, et au lieu d'avoir un récepteur classique, on va avoir un récepteur qui est capable de nous faire une image avec ce qui a été produit par ce rayonnement. Donc ici, vous avez la salle de photo du C2RMF, donc il y a le grand châssis avec l'œuvre au milieu, et là, la teinte bleutée est due à un éclairement ultraviolet. Donc ça, c'est le même éclairement vu d'un autre angle, et là, c'est le photographe en train d'expliquer quelque chose. Alors voilà le résultat d'une photo éclairée sous UV d'un tableau du Greco. On voit qu'il y a des tas de zones qui apparaissent de façon curieuse. En fait, l'UV va mettre en valeur toutes les vernis successifs qui ont été ajoutés à l'œuvre. Donc tous les traits sont des couches de vernis qui ont été ajoutées. Donc l'œuvre date de 1600, vous pouvez vous douter qu'il a été verni tout le temps, depuis 400 ans. Et ça, c'est très utile pour les restaurateurs parce que ça leur indique ce qu'il faut enlever. Ce qu'on fait actuellement, en fait, ce que les restaurateurs font, c'est qu'ils ôtent les couches de vernis successifs pour revenir à la patine initiale et là, restaurer s'il y a besoin. Et ensuite, ils apposent une nouvelle couche de vernis, mais très fine. Parce qu'évidemment, le vernis, au cours du temps, jaunit. Donc, crée des artefacts. Alors, si on regarde en infrarouge, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'infrarouge va traverser les couches supérieures et être réfléchi par le fond qui est blanc. Et donc, comme il n'est pas sensible au dessin de surface, si jamais il y a un dessin qui est caché, il apparaîtra avec cette technique. Alors ici, sur cet exemple, il y avait un sacré dessin caché. Toute la partie basse, en fait, vous voyez une série de petits personnages, certainement les donateurs de l'œuvre, enfin ceux qui ont commandé l'œuvre, et qui ont dû être cachés par le propriétaire suivant. Et alors, cette fois-ci, les restaurateurs ont décidé de les remettre à jour, et donc de doter toute la partie qui avait été apposée ensuite. Alors ça, c'est un autre exemple en infrarouge. C'est le dos de la Sainte-Anne. La Sainte-Anne a fait l'objet d'une énorme campagne de restauration il y a quelques années. Et donc l'avant et le dos ont été étudiés. Et au dos, on distinguait vaguement quelques craies de crayon. Et en infrarouge, c'est beaucoup plus clair. En fait, il y a une magnifique tête de cheval dessinée par Vinci. Il y a deux autres dessins au dos de la Sainte-Anne. Un enfant et un autre truc pas très clair, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais... Enfin, il y a un crâne, je crois. Un crâne, un enfant et un cheval. En fait, c'était assez fréquent que les matériaux soient réutilisés, donc, parce que c'est assez cher d'acheter un châssis. Donc on peint dessus, on repeint. Et puis la troisième technique, c'est la radiographie X. Donc là, c'est exactement comme quand on va chez le médecin, sauf que c'est une œuvre qu'on passe. Donc là, vous avez les résultats sur plusieurs statues, des objets, la salle de radio. Là, c'est un conservateur en train d'étudier un tableau et de le comparer à la radio sur le côté. Alors, à quoi ça sert? Ici, c'est un exemple d'un Rembrandt, l'abbé de Sabé, et voici sa radio. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que on voit le visage, donc a été déplacé, si je vous remets l'autre, voilà. Elle regarde vers le bas, là, elle regarde vers le haut. Ça veut dire qu'il y a eu un repeint. Donc, il a d'abord fait sa Abbé de Sabé regardant en l'air, et ensuite, il a changé d'avis, il l'a fait regarder en bas. Et il y a d'autres choses au niveau, si vous regardez là son ventre, hop, tous les traits de pinceau, hop, on voit beaucoup de traits. Alors en fait, ce qu'on peut dire, donc non seulement c'est intéressant de se dire « Ah, il a changé d'avis », mais en plus, ça prouve que c'est un original, parce que le copiste n'aurait jamais fait ça. Le copiste aurait juste regardé l'œuvre et aurait copié bêtement ce qu'il a vu. Or là, on a les traits de pinceau du maître, on a le changement d'avis sur le visage. Donc c'est la preuve que c'est un vrai Rembrandt. Alors là, c'est un autre exemple. Cette fois-ci, attention, voilà la radio.
Alors il y a deux choses à regarder. La première, c'est son coordonnées. Voilà, la radio, il était beaucoup plus court au début. Et puis surtout, c'est cette énorme fissure au milieu. Vous voyez, à 3 pans. Alors elle n'est plus visible là, donc c'est que certainement il y a eu une restauration intérieure du tableau qui a comblé la fissure. Donc ça c'est intéressant aussi parce que sans cela, on ne sait pas qu'il y a une zone qui est fragile à ce niveau. Et donc du coup, là, les restaurateurs savent que cette zone est particulièrement sensible et donc font attention. Et voilà un dernier exemple, je crois, de Radio X. Donc c'est La Dame à la licorne de Raphaël. En fait, la licorne, au début, n'était pas du tout une licorne, c'était un chien. Donc bon, c'est drôle. Voilà. Donc ça, c'était sur les peintures, sur des objets. La radio donne aussi des informations très intéressantes. Donc là, c'est un exemple d'orfèvrerie rhodienne, vue de dessus et vue de côté. Et donc souvent pour les restaurateurs et les conservateurs et les archéologues, ça donne des informations intéressantes sur les techniques utilisées. Donc si on veut refaire la même chose, ou si on veut par exemple comparer deux pièces, et si on constate que la technique est la même, alors c'est-à-dire que l'atelier est certainement similaire. Donc là c'est un autre exemple, c'est assez joli. Voilà, parfois on s'aperçoit que l'objet est en plusieurs parties, enfin on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'objet, mais voilà. Et puis une dernière technique, bon ça cette fois-ci c'est en lumière visible, c'est simplement qu'au lieu d'éclairer de face, on éclaire de côté. Et ça livre aussi des informations assez intéressantes, c'est à nouveau la baie de Sabé. Voilà, éclairée de côté, ce qu'elle donne. Il y a des craquelures, la surface est terriblement abîmée. Surtout cette grande fente verticale. Certainement, le tableau a dû avoir une histoire assez compliquée. Donc ça, ce sont aussi des choses intéressantes pour les études de restauration. Là, les Trois Grâces de Botticelli, c'est terriblement endommagé et courbé. Et puis sur les Van Gogh, c'est assez amusant parce qu'on voit toute la technique du peintre et le relief qui est donné apparaît particulièrement en rasant. Voilà, alors un exemple complet sur ce tableau de Poussin. Voilà ce que donne le rasant. Alors est-ce que vous arrivez à distinguer? Il y a une sorte de rond là, qui apparaît au milieu de l'œuvre. Hop. Et quand on passe en radio X, on distingue un vrai visage avec un tissu bizarre. Donc à nouveau, il a réutilisé sa toile et il a peint quelque chose au-dessus. Alors ça, c'était pour une information visuelle, qu'on obtient une image qu'on peut étudier. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut aussi obtenir un graphe. Donc c'est le domaine de la spectroscopie. Alors cette fois-ci, on étend le spectre. Donc là, on a regardé en X, en UV, en infrarouge, mais on peut regarder dans d'autres domaines encore. Et il existe de nombreuses techniques. Donc là, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a encore de très très nombreuses autres. Et par exemple, la spectrométrie fluorescentique, la spectrométrie Raman, la spectroscopie infrarouge. Bon, ce sont des tas de techniques, on illumine notre matériau, et au niveau de la matière, il se produit quelque chose qui va nous redonner un rayonnement, et c'est ce rayonnement qu'on capte. Alors par exemple, donc voilà, avec une source différente et un autre type de récepteur, en infrarouge, ça c'est une manip sur laquelle j'ai travaillé il y a 2 ans, et on obtient des spectres de ce type. Et chaque pic est caractéristique d'un élément du matériau qui réagit. Et du coup, comme on a des bases de données, on sait, ce spectre, ça équivaut à tel pigment ou à telle molécule, etc. Et du coup, on peut recombiner nos informations. Alors le but de cette manip, c'était le suivant. On avait une cape, elle est ici, la cape Tupinamba, qui vient du Brésil. Elle était composée de multiples plumes d'animaux. Et alors la question, c'était quels sont les oiseaux qui ont servi à faire la cape. Et il y a des plumes rouges et des plumes noires. Bon, il y avait un doute qui subsistait sur les plumes rouges, apparemment les autres plumes savaient ce que c'était. Et on pensait que c'était l'ibis. Donc on a sorti un ibis des collections du Muséum d'histoire naturelle, empaillé. Et on est allé dans la ménagerie, il y a des ibis, et on a ramassé des plumes. Et on a tout passé en spectroscopie infrarouge, et les bandes correspondent. Donc en effet, la cape Tupinamba est formée de plumes d'ibis. Alors parfois, les techniques d'imagerie et les techniques de spectroscopie ne sont pas suffisantes pour répondre à nos questions. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors voici l'accélérateur de particules du Louvre, qui est c'est le seul laboratoire de France et du monde à posséder, laboratoire patrimoine, à posséder une ligne entièrement dédiée pour ce type d'analyse. Donc c'est assez extraordinaire et il y a des gens du monde entier qui viennent l'utiliser. Voilà un objet sous le faisceau d'ion. Hop. Là sont des minéraux. En fait, la question devait être la provenance des rubis des yeux de la petite statue ou du grenat qui est en bas. Et alors voilà un exemple que je voulais vous donner, c'est la tête bleue du musée du Louvre. En fait, elle a été analysée sous faisceau d'ion et on a conclu que la matière employée n'existait pas, enfin n'était pas connue des Égyptiens.
que par conséquent, la tête bleue était l'œuvre d'un faussaire, et donc on s'est empressé de la sortir des vitrines. J'ai un autre exemple, alors ça c'est pas sous le faisceau de l'accélérateur, mais c'est un autre type de collisionneur. C'est un tableau de Van Gogh qui s'appelle Grasgrund, enfin je sais pas comment on traduit ça en français, le champ d'herbe. La radio donnait déjà une image un peu curieuse, et en fait la technique a révélé l'existence d'un autre portrait sous le champ. Et il se trouve que c'est un portrait qui est très similaire d'un autre portrait peint par Van Gogh. Donc voilà, on se demande est-ce que c'était le brouillon, est-ce qu'il n'a pas aimé, il a peint par-dessus. À nouveau, c'est des questions de frais. Van Gogh, apparemment, est un habitué des réutilisations de toiles. Donc la plupart de ces toiles cacheraient un second tableau. Ça, c'est le scribe accroupi. Voilà, alors la question ici, c'était de savoir en quel matériau formaient ses yeux, parce qu'en fait, ils sont assez extraordinaires. On dirait vraiment un œil humain. Il y a la cornée, la pupille, et puis le petit reflet blanc. Et donc il est passé aussi en radio, puis à l'accélérateur de particules. La radio révèle qu'il y a une sorte de cavité qui a été creusée, et quelque chose enfoncé de forme triangulaire, puis un aplat rond. Donc il est formé de plusieurs parties, et donc là il est sous le faisceau. Et alors en fait, qu'est-ce que c'est la réponse? Oui, le tour c'est du cuivre et de l'arsenic, et la cornée c'est du cristal de roche. Et ça, à nouveau, c'est montré par les études sous faisceau d'ion. Voilà. Alors, pour l'instant, ce que je vais montrer sont des techniques qui sont à chaque fois non destructives. Donc, on place l'œuvre sous une machine d'analyse et on récupère un résultat et on n'endommage absolument pas l'œuvre. Mais parfois, le prélèvement est nécessaire. Et là, on passe dans d'autres techniques. Alors, je ne peux pas vous en montrer d'exemple parce que ce n'est pas du tout mon sujet de travail et c'est là que je regrette que mon ami ne soit pas là. Mais j'ai juste cette coupe de vernis qu'on avait faite l'année dernière et qu'on a passé au microscope électronique à balayage. Donc vous voyez qu'il faut couper une partie de l'œuvre. Donc ici on voit du bois, une couche de blanc et du vernis par-dessus. Et ensuite il faut l'empaler dans de la résine avant de la passer au microscope à balayage. Donc c'est un processus assez long. Et là au microscope on voit bien les arêtes du bois, les pigments blancs et après la couche de vernis. Et l'autre technique reine c'est la chromatographie, mais voilà, j'en parle pas plus. Alors ensuite j'ai fait petite encart sur les couleurs et les pigments parce que la plupart du temps c'est comme ça qu'on va identifier une œuvre. En fait les pigments, donc il en existe de très nombreux, certains sont utilisés depuis la préhistoire et d'autres sont apparus très récemment. Alors évidemment un faussaire maladroit du 19e siècle qui utilise un pigment à base de cobalt pour faire un faux égyptien est complètement à côté de la plaque et c'est comme ça qu'on distingue les vrais des faux. Alors, j'ai une autre chose amusante à dire ici. Donc là, c'est une œuvre de Hans Memling, Le Jugement dernier. On voit la Vierge dans un manteau bleu. Et l'étude a révélé que son manteau était formé en outre-mer. Donc c'est un pigment à base de lapis-lazuli. Lapis-lazuli, ça vient d'Afghanistan et c'est extrêmement coûteux. Par contre, le bleu du ciel, juste à côté, c'est de l'azurite. L'azurite, c'est un pigment très facile à trouver et beaucoup moins coûteux. Et très souvent, dans les tableaux de ce style, la même chose se retrouve. La Vierge, qui est donc le personnage important, est faite en le pigment le plus cher. Et le reste, tant pis, pour des raisons de coût, on met un pigment un peu différent. Là, c'est la même chose sur la Sainte-Anne. Le manteau de la Vierge est également en lapis-lazuli. Et ça apparaît en photographie infrarouge en fausse couleur. Là, c'est un autre exemple sur les vitraux. Le vitraux, c'est transparent, donc c'est un peu compliqué à étudier. Et la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour différencier les vitraux des restaurations récentes du XIXe siècle des vitraux anciens sur la Sainte-Chapelle. Et en fait, c'est la présence de cobalt à nouveau qui a permis de les distinguer. Et donc de restaurer les anciens. Alors, quelque chose à propos de la notion de contraste simultané. C'est le fait que la couleur qu'on voit dépend de l'environnement. Donc à gauche, vous avez une rose rouge sur un fond blanc, et à droite, la même rose rouge, la même couleur, sur un fond noir. Et celle de droite apparaît plus brillante. En fait, c'est un phénomène qui a été pas mal exploité par les peintres. Là, c'est la même chose. Un carré A entouré de carrés clairs, et un carré B entouré de carré foncé, mais dans l'ombre. Donc le carré B apparaît plus clair que le carré A. Pourtant, ils sont exactement similaires. Il suffit que je change l'environnement pour que vous vous en aperceviez. C'est la même chose.
Alors en fait, Vermeer exploite notamment beaucoup cet effet. Il place systématiquement ces jaunes à côté de bleu. Et du coup, le jaune apparaît beaucoup plus lumineux que s'il était tout seul hors contexte. Et d'ailleurs, parfois, c'est même pas vraiment du jaune, c'est un peu du orange, mais il apparaît jaune parce qu'il est placé à côté de bleu. C'est le cas dans tous ces tableaux. Là, c'est la même chose. C'est un tableau de Lorenzo Monaco. Le jaune, paf, il y a du bleu à chaque fois. Et donc, il apparaît beaucoup plus lumineux. Voilà pour la partie couleur. Et maintenant, je vais entrer plus dans formes et surfaces. Et c'est un peu plus mon travail, donc ça va durer un peu plus longtemps peut-être. Alors, formes et surfaces. Ça va arriver à la notion de 3D. Qu'est-ce que c'est que la 3D ? Pour le patrimoine, en fait, on cherche souvent à avoir une copie d'un objet parce que c'est compliqué d'étudier les œuvres, parce que c'est difficile de les faire sortir des endroits où elles sont, donc on les a pour une semaine et c'est trop peu pour faire toutes les études, donc on voudrait une copie qu'on pourrait regarder et qui serait métrologiquement fiable. Et donc on a à notre disposition maintenant, depuis une petite dizaine d'années, pas mal de techniques d'acquisition des œuvres. Alors bien sûr, c'est une question d'échelle, parce que c'est pas la même chose si on fait la 3D d'un bâtiment entier ou d'une pyramide, si on fait la reproduction d'une surface. Alors en archéologie notamment, la 3D est très très intéressante parce qu'elle nous donne une représentation à un certain moment du site archéologique en fouille. Donc là, c'est un exemple qui vient d'un village en cours de fouille. Et en fait, évidemment, comme plus vous avancez, plus vous fouillez, et vous ne reviendrez jamais à l'état T. Et donc, si on arrive à faire des photos toutes les 2-3 semaines, et bien du coup, on garde une trace de ce qu'on a fait, de où on était et de comment c'était à ce moment-là. Et donc, la photogrammétrie notamment, donc on prend plein de photos et ensuite on les recompose numériquement, est de plus en plus employée et c'est vraiment une aide précieuse sur le terrain. Pareil pour les grottes ornées, puisque ce sont des environnements très très particuliers dans lesquels on ne peut plus entrer. Donc on cherche à faire des copies. Pour faire des copies, c'est-à-dire qu'il faut faire d'abord des acquisitions. Et donc on utilise la 3D pour reproduire entièrement l'environnement, avoir les distances et les images. Et donc là, c'est le résultat de la copie à droite qui est assez saisissante dans le cas de la grotte Chauvet. Alors, comment on fait ? Donc ici, c'est un scanner laser. Vous voyez un objet sous le faisceau du scanner. La question dans ce cas, c'était de savoir si les objets provenaient du même atelier. Parce que, bon, voilà, c'était une question d'histoire de l'art. Donc on a deux vases. On fait leur acquisition en 3D. Et ensuite, on recoupe les acquisitions. Et on regarde si l'écart est différent. Parce que si l'écart n'est pas trop grand, ça pourrait dire qu'elles viennent du même moule. Et donc du même atelier, et donc du même endroit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fait assez souvent. Et quand c'est pas une histoire d'atelier, c'est une histoire de restauration. Voilà, j'ai un vase, je vais lui ôter de la matière parce que je le restaure. Mais je voudrais pas en ôter trop. Donc comment je quantifie cet écart ? Là, à nouveau, je peux faire une acquisition avant, une acquisition après, et ensuite comparer les deux. Et du coup, ça donne un vrai résultat quantifié à donner au comité qui se charge d'évaluer les restaurations. Ça, c'était un autre exemple, un cas d'armoire boule, auquel il manquait un petit pied. On n'avait qu'un bout. Et du coup, en fait, on a reconstruit entièrement le bout grâce à des techniques 3D. Et donc, on a fait un modèle. Ensuite, ce modèle peut être imprimé par une imprimante 3D et combler le décalage. Dans le cas des surfaces, il y a encore d'autres problématiques qui se posent. Ici, ce sont des objets gravés, donc c'est très petit, c'est à peu près comme ça. Ce sont les plus anciennes représentations de visages humains. Ça date du Paléolithique, c'est vraiment très très impressionnant. Ça provient du site de La Marche, qui est près de Poitiers, où on a retrouvé une multitude de plaquettes ornées comme ça de visages. Et en fait, elles sont souvent assez illisibles. Donc là, il y a un visage, mais dessus, il y a plein de traits. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va réussir à déchiffrer tout ça ? Alors là, c'est particulièrement saisissant. Donc voilà la plaquette. C'est vraiment illisible. Et en fait, en distinguant les hauteurs et des tracés, on arrive à décomposer les traits. Et ici apparaît un gros ventre de femme enceinte et un visage d'homme. Vous ne voyez absolument pas au tout début. Voilà. Alors la partie datation, je l'aborde très très brièvement. C'est juste pour vous dire que c'est un champ important des laboratoires du patrimoine, qu'il existe plusieurs techniques, le carbone 14 pour les matériaux organiques, la thermoluminescence pour les poteries, la dendrochronologie pour tous les objets en bois. Voilà, j'en dis pas plus, mais
mais c'est un champ intéressant. Restauration. Alors, donc là, je vais vous montrer l'exemple de la Sainte-Anne, qui a été la grosse restauration de ces dernières années. Voilà la Sainte-Anne et son vernis avant restauration, sous fluorescence UV. Donc c'est particulièrement verni, sauf une petite zone un peu bizarre. Peut-être un premier test de restauration d'ailleurs, ce n'est pas précisé. Et du coup, les restaurateurs vont enlever toute cette surface qui jaunit l'œuvre. Ici, vous voyez un bout d'œuvre qui a été déverni sur le menton, et le reste est terriblement jaune. C'est l'altération du vernis à la lumière au cours du temps. Voilà là, un exemple en cours de restauration. À gauche et à droite, ça n'a pas été restauré, donc c'est encore jaune. Et au milieu, il y a une bande plus claire. C'est la bande où les restaurateurs ont déjà enlevé le vernis. Et les couleurs apparaissent de façon beaucoup plus nette. Donc là, c'est le visage, avant et après. Il y a du vernis et il y a aussi pas mal de petits trous qui ont été comblés. Et voilà, après la restauration. C'est assez impressionnant parce que tous les trous sont comblés, le vernis est ôté, les couleurs sont beaucoup plus vives. Voilà, là c'est un atelier de restauration art graphique et à droite c'est du textile. Donc c'est tout à fait minutieux et ça prend un temps incroyablement long. Et là c'est vous montrer un exemple un peu différent sur un matériau qui est le bois. C'est le Vasa au musée de Stockholm. Et en fait le bateau a été retrouvé dans l'eau après plusieurs centaines d'années d'enfouissement. Donc c'était dans des conditions absolument incroyables. Et en fait le bois s'était conservé à cause de la très très forte humidité. Et évidemment tout d'un coup on le sort de son environnement dans lequel il se conservait. Donc comment on fait pour qu'il ne s'effrite pas tout d'un coup? En fait il a été aspergé pendant des années et des années, même des dizaines d'années, par des produits très très humides afin de combler l'écart d'humidité et de faire en sorte que le bois stocke l'humidité. Donc je pense qu'il sera à nouveau aspergé dans un certain temps. Donc suivant le matériau, le processus est très différent. Et là, ce cas est assez remarquable parce qu'ils ont réussi à préserver entièrement le bateau qu'on peut admirer au musée. Voilà, alors maintenant, la restauration a assez la cote dans les musées français. Ça, c'est au musée d'Orsay, c'est une toile de Courbet qui était... En fait, ils ont fabriqué un cube de verre qu'ils ont appliqué contre l'œuvre, qui est très difficile à transporter parce qu'elle est gigantesque. Et les restaurateurs ont travaillé à l'intérieur. Donc le public passait et voyait les restaurateurs en train de travailler. Et en fait, le verre est suffisamment épais pour que les restaurateurs ne soient pas perturbés par le bruit des touristes. Donc ils arrivaient à travailler comme ça. Et donc là, c'est un autre exemple similaire à Gand. Le restaurateur derrière une cage en verre sur laquelle il travaille. Et comme ça, on montre au public comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on fait. Et les analyses sont faites parfois aussi dans cette cage avec le public qui regarde à côté. C'est assez amusant. Alors, un petit encart sur l'éclairage, parce que c'est un point important, puisque, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, les vernis jaunissent à la lumière. Bon, il se passe peut-être d'autres choses. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Pas vraiment. Donc ça serait mieux d'avoir une lumière qui n'endommage pas trop notre œuvre. En fait, quand on envoie la lumière sur une matière, une partie va être réfléchie directement, une partie va traverser, une partie va être absorbée, le reste va être diffusé. La lumière qui est diffusée, c'est celle qui donne la couleur de l'objet. Donc par exemple, dans le cas d'une pomme rouge, tout le spectre est absorbé, sauf la lumière rouge qui est diffusée. C'est pour ça qu'elle nous apparaît rouge. Alors évidemment, si on change la source, on change la couleur de l'objet. Donc là, le citron jaune éclairé par une source qui contient toutes les longueurs d'onde va apparaître jaune. Et si on l'éclaire qu'avec du vert, il est vert. Et si on l'éclaire qu'avec du bleu, tout est absorbé et donc il est noir. Alors la première chose qui ressort de cette idée, c'est que du coup, si on change l'éclairage, on change la perception de l'objet. Donc là, j'ai deux oiseaux. J'en ai un qui est vraiment rouge, magnifique, exactement comme il devrait être, et un qui est jaune, moche, parce qu'il a mal vieilli et qu'il a été conservé d'une mauvaise façon et qu'il a mal réagi à la lumière. Du coup, si on l'éclaire autrement, peut-être qu'il peut retrouver une teinte rouge. Donc ça, ce sont quatre exemples non, trois exemples. Le premier, ça doit être de la lampe LED normale, sous des éclairages contrôlés, pour essayer de lui rendre des teintes un peu plus similaires à ces teintes normales. Et donc on voit que l'exemple en haut à droite est le plus proche de l'original, mais que bon, quand même l'oiseau n'est pas très en forme. Mais ce sont des idées qui sont de plus en plus exploitées dans les musées maintenant. Donc, dans les vitrines, les éclairages sont contrôlés de manière à avoir un rendu visuel qui soit le plus proche possible de l'original. Et donc l'autre question, celle de l'éclairage pour ne pas endommager l'œuvre. Ça, c'est un vrai souci.
Et donc là, c'est l'exemple de la Joconde. En fait, il y a une société privée qui s'est occupée de l'éclairage de la Joconde, qui s'appelle Argilux. Et voilà, c'est extrêmement complexe. Et c'est des millions et des millions en jeu. Donc j'espère que leur éclairage est correct. Voilà. Et dernière partie, conservation préventive. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens aussi qui réfléchissent à comment transporter au mieux les œuvres, comment les manipuler au mieux, comment les accrocher, comment les poser. Voilà, si on doit envoyer une œuvre pour une exposition à New York, comment est-ce qu'on fait ? C'est un stress énorme et des questions d'argent faramineuses en jeu. Et donc, du coup, il y a des tas de tests, on place des capteurs dans les boîtes des œuvres pour mesurer les vibrations, pour savoir quels sont les endroits les plus à risque, etc. Et on a des formations de manipulation des œuvres aussi, de manière à les endommager le moins possible. Ça serait un peu dommage de la faire tomber sur le chemin. Et voilà, donc c'est tout un département entièrement dédié à ces problèmes de conservation préventive. Voilà, d'ailleurs, quand on envoie une œuvre en voyage, on la fait d'abord passer par tout le processus d'imagerie afin d'avoir un dossier complet, dossier médical complet de l'œuvre avant. Et quand elle revient, on refait la même chose, parce que s'il y a eu un problème, voilà, c'est légèrement ennuyeux pour le musée qui a accueilli l'œuvre. Voilà, quelques références bibliographiques si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Merci.